Cécile Méadel est professeure à l'université d'Assas. Je pense qu'une bonne partie des étudiants qui sont présents la connaissent. Elle est directrice du Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias, le charisme, et elle est vice-présidente de l'université Panthéon-Assas. Elle est responsable notamment des questions qui concernent le numérique. Avec elle, Célia Dolinski, bonjour, qui est professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Romain Badoir, qui est maître de conférence dans notre université, à l'université Paris Panthéon-Assas, Alexandre Alaphilippe, exécutif directeur de IU, je ne sais jamais prononcer, IU Lab, Benoît Tabaka, directeur des relations institutionnelles et politiques de Google France, sans doute la cible de toute notre journée. Petite taquinerie avant de commencer. Et bien sûr, Pierre Louette, président de l'Alliance de la presse d'information générale, mais aussi, vous le savez, président du groupe Le Parisien Les Échos, de Radio Classique aussi, et qui nous fait le plaisir et le bonheur d'être ici aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Cécile Méadel qui va vous les présenter plus en détail et qui va vous exposer l'objet de cette deuxième table ronde consacrée notamment au DSA. Merci Fabrice, merci cher vice-président. Donc je me réjouis de cette table ronde qui comporte en effet un panel d'experts et de professionnels, qui n'est pas professionnels, on ne sait pas comment dire, qui est vraiment tout à fait adapté pour aborder cette question qui paraît technique, mais comme on le disait, qui en fait, non, c'était pas avec vous, c'était avec vous, comme on le disait, paraît tout à fait centrale, qui est celle du Digital DSA, du Digital Services Act, qui a été voté par le Parlement européen il y a quelques semaines, avec une unanimité qu'il faut souligner, puisqu'il y avait 530 pour et à peu près 80 pour et 80 abstentions. Donc, c'est un texte qui a emporté l'adhésion quand même massive des parlementaires européens. Donc, comme vous le savez, ce DSA, je le dis pour nos étudiants qui ne seraient pas au courant, mais on va rentrer dans les détails. Ce DSA, il offre un cadre d'expertise, de responsabilité pour les plateformes, puisque l'historique statut d'hébergeur n'est plus considéré depuis longtemps comme acceptable. Et donc, ce texte va fixer des nouvelles obligations pour les plateformes en matière de modération des contenus. Et c'est ça qui nous intéressera principalement, même si ce qui a été dit aussi sur la transparence des algorithmes pourrait faire l'objet d'une plateforme tout aussi intéressante. Mais bon, il faut bien qu'on se concentre sur un des deux sujets. Ce texte, il est important parce que non seulement il va s'appliquer progressivement dans toute l'Europe, mais il est aussi espéré, je devrais dire, plutôt que considéré, comme une sorte d'étalon qui, à la manière du RGPD, va contaminer le monde entier et va fixer des exigences de régulation pour tous les grands acteurs. Alors, je ne vais pas représenter maintenant les 5 intervenants, mais progressivement. Et donc, on va commencer par Célia Dolinski, qui est donc juriste, professeur à Paris 1, qui a ici a beaucoup de titres, outre la commission prospective de la CNIL, à laquelle nous sommes toutes les deux très attachées. Elle est aussi personnalité qualifiée de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, membre du comité national pilote d'éthique du numérique, elle travaille au CSPLA, etc. etc. Et donc, Célia elle va d'abord nous faire une très courte présentation, je crois, pour rappeler quelques aspects fondamentaux du DSA. Et puis ensuite, elle se penchera sur une question particulière, qui est celle de l'action des utilisateurs. Que peut-on faire pour mieux outiller les internautes? Merci Célia.
Un grand merci, chère Cécile. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir de venir partager avec vous quelques-unes des propositions que nous avons eu l'occasion de formuler, en effet, dans l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la lutte contre la haine en ligne en juillet dernier et dans le bulletin d'information du Conseil national pilote d'éthique du numérique sur la désinformation en ligne en période de crise sanitaire. Donc, comme Cécile me l'a gentiment demandé, je voulais commencer par vous faire une très rapide, en quelques minutes, s'il y a une présentation de ce Digital Services Act qu'on a évoqué déjà de nombreuses reprises ce matin. Ce texte qui a été pensé par la Commission européenne comme un système d'ensemble qui a vocation à sécuriser un environnement numérique par la mise en place d'une nouvelle forme de gouvernance, et ceci afin de répondre à des problématiques qui sont sans cesse renouvelées au jour le jour même, et notamment celle de la diffusion de discours haineux en ligne et de la désinformation et de la mésinformation qu'on évoque plus particulièrement aujourd'hui. Alors, comme le rappelait Madame la ministre tout à l'heure, ce texte a vocation à compléter différentes initiatives européennes, notamment qui avaient pris la forme de co-régulation, de codes de bonne conduite, et qui ont montré leurs limites. À cette fin, j'ai l'impression qu'il y a un écho assez désagréable. Ah, de notre côté, ça va. Alors, c'est parfait. Je reste comme ça. Si c'est juste pour nous, c'est très bien. Dans cette perspective, le DSA envisage de consacrer une nouvelle logique de régulation qui vise donc à assurer la sécurité des espaces numériques, mais également à garantir les libertés fondamentales des utilisateurs et particulièrement la liberté d'expression. Et cet équilibre est fondamental, on l'a rappelé encore ce matin. Pour ce faire, le DSA propose de consacrer une nouvelle logique qu'on appelle de compliance, qui va au-delà de la mise en conformité. Et cette logique irrigue désormais tous les textes quasiment en droit du numérique au sein de l'Union européenne, depuis particulièrement le RGPD. Ici, il s'agit d'imposer de nouvelles obligations transversales aux opérateurs, notamment les hébergeurs, les plateformes, pour harmoniser notamment les mécanismes de notification, d'action et de signalement des contenus illicites. Les plateformes vont se voir également soumises à des obligations spécifiques, des obligations de mise en conformité qui portent sur les activités qu'elles déploient, et les très grandes plateformes vont se voir en outre soumises à des obligations spécifiques, le tout sous le contrôle du régulateur. Ainsi, et entre autres, le DSA va imposer demain aux plateformes, et pour certaines de ces obligations aux très grandes plateformes, de mener une analyse des risques et d'en rendre compte. Et cela a été particulièrement souligné, l'importance de cette accountability, de cette façon d'en rendre les comptes a été soulignée dans le cadre notamment de révélations de Frances Haugen qu'on évoquait également tout à l'heure, ce à quoi s'ajouteront un audit indépendant, la nomination d'un délégué à la conformité qui internalisera cette analyse de risque et encore la mise en place de protocoles de crise pour faire face à quelques situations extraordinaires. Alors, pour les obligations ponctuelles, je ne vais pas avoir le temps de toutes les énumérer, j'en garde 3. Tout d'abord, des obligations de transparence, notamment s'agissant des modalités de modération algorithmique et de modération humaine, qui vont être imposées aux plateformes, et cela est particulièrement important dès lors qu'il s'agit d'appréhender ce qu'on appelle ces contenus gris, particulièrement les discours haineux, voire les fausses informations. Également des obligations de transparence s'agissant des mécanismes publicitaires. On sait que c'est un des points chauds de la négociation du DSA. Des obligations également quant à la mise en place de mécanismes de traitement de litige. Et à ce titre, je voulais rappeler aussi l'importance de préserver le rôle du juge dans le cadre de ces mécanismes de traitement de litige en tant que garant des libertés fondamentales. Et enfin, un autre point essentiel, c'est les progrès que promet le DSA quant à l'accès aux données en faveur du régulateur, mais également des chercheurs, qui va permettre ainsi d'exercer un meilleur contrôle s'agissant de l'activité des plateformes, mais également finalement de challenger aussi, si je puis dire, certains des algorithmes mis en place. Au niveau des obligations imposées aux plateformes, j'aimerais insister, comme tu le rappelais Cécile tout à l'heure, sur un point qui me semble
quelque part à suffisamment appréhendé par ce texte du Digital Services Act, au moins actuellement, c'est-à-dire la nécessité de promouvoir aujourd'hui ce qu'on va appeler une régulation systémique, une régulation qui implique l'ensemble des acteurs du système, les plateformes, les États, mais aussi les utilisateurs de ces services, les utilisateurs, les end-users, comme on les appelle. En effet, on sait que les utilisateurs finaux, nous tous, sommes finalement au cœur du réacteur, de par les interactions qui sont les nôtres et qui nourrissent les modèles d'affaires des plateformes. Le DSA prend bien en compte les utilisateurs, bien sûr, dès lors que la justification de ces propositions, pour certaines d'entre elles, vise à garantir les droits et libertés fondamentaux des utilisateurs et justifie, par exemple, les nouvelles mesures de transparence, les modes de traitement des litiges, mais également peut-être demain, si le Parlement obtient satisfaction, la sanction, l'interdiction de ce qu'on appelle ces interfaces trompeuses qui manipulent la volonté, le consentement des utilisateurs. La figure de l'utilisateur, on la retrouve aussi au travers de ce statut des signaleurs de confiance qui est extrêmement important s'agissant de la lutte contre la désinformation. À notre sens, il conviendrait néanmoins d'aller plus loin. De tout d'abord prendre en compte les utilisateurs en tant qu'agents de la viralité, qui contribuent à la diffusion de fausses nouvelles ou à la construction de discours haineux, en développant leur réflexivité, ce qu'on retrouve, bien sûr, proposition qu'on retrouve dans bon nombre de rapports, y compris celui de la mission Bronner aujourd'hui. En somme, éviter d'avoir une réaction trop immédiate, finalement de prendre le temps de la réflexion critique pour ne pas contribuer par négligence ou par ignorance à la propagation de ces phénomènes, de ces contenus. Cela supposerait en outre de le mettre en mesure de mieux comprendre le fonctionnement de ces outils. On l'a évoqué, mais je voudrais vraiment insister sur cette nécessité qui devrait être celle de mieux outiller l'utilisateur dans sa compréhension des mécanismes de viralité, de fonctionnement des outils algorithmiques, mais également des objectifs qui les sous-tendent, et notamment des objectifs économiques. Et ici encore, on l'a constaté avec les révélations de Frances Haugen. En somme, il s'agirait donc de penser cette transparence sur ce que l'on demande à l'algorithme et quels sont les effets de l'algorithme, ce que promeut d'ailleurs aussi Henri Verdier dans ses récents écrits. Au-delà, il semble qu'il faudrait également faire de l'utilisateur des services numériques un acteur de la régulation de ces services. Et cela supposerait notamment de lui conférer de nouveaux droits, et c'est en ce sens, Joséphine évoquait s'agissant des travaux du CNIL, notamment que l'on propose de consacrer un véritable droit au paramétrage au bénéfice des utilisateurs. Cette nouvelle prérogative, qui pourrait être demain consacrée par le DSA, permettrait ainsi de l'outiller, de lui permettre finalement de définir ses interactions, d'orienter ses interactions selon ses intérêts et non pas ceux que la plateforme imagine ou souhaite être les siens. Autrement dit, l'utilisateur pourrait ainsi décider les critères selon lesquels les informations lui sont exposées et moduler cette exposition. Alors, le DSA marque une avancée en ce sens, notamment avec la proposition de consacrer une information s'agissant des très grandes plateformes relativement à leur système de recommandation, s'il existe des options permettant à l'utilisateur de modifier ces critères. On souhaiterait aller plus loin et imposer cette obligation d'offrir ces options à l'utilisateur, mais aussi de designer correctement ces options pour éviter ici encore une fois le jeu des interfaces trompeuses et quelque part l'effet simplement case à cocher. L'idée serait donc encore une fois de faire de l'utilisateur un agent de la régulation, un agent finalement au sens informatique du terme, c'est-à-dire de lui permettre d'agir sur l'architecture de ces interactions, sur l'architecture de ces services. Voilà en quelques mots rapidement le sens de nos propositions. Il y en a bien d'autres et je vous invite bien sûr à aller dans différentes publications. Merci Célia. Je vais passer maintenant la parole à Alexandre Alaphilippe, qui est donc le directeur de
l'European Desinfolab que je crois que vous avez créé, mais j'ai trouvé 2 dates en 2017 ou en 2019, peu importe, mais c'est 2017, alors c'est bien le bon chiffre, la bonne date. C'est donc une association, une ONG d'experts et peut-être de militants aussi, d'experts, et qui luttent contre la désinformation à l'échelle européenne. Vous allez nous en dire plus. Alors, vous, je crois que vous saluez les avancées du texte, que vous m'avez dit être un bon texte, mais vous voulez attirer notre attention sur l'article 17. Et l'article 17, en gros, la question qu'il pose selon vous, c'est qu'est-ce qu'on fait, que fait-on si les plateformes n'agissent pas? Merci beaucoup, merci de l'invitation. Donc, l'European Desinfolab, je voudrais vous remercier de l'invitation aujourd'hui. Nous sommes basés à Bruxelles. Donc, j'espère que ce ne sera pas de l'ingérence étrangère en tant qu'organisation belge aujourd'hui. Et merci d'être à Paris. Et merci surtout d'organiser un débat sur le DSA, pas à 16h quand tout le monde est en pleine digestion et on a tous du mal à comprendre les enjeux réglementaires de ce texte, mais dès le matin. Et je vais essayer de rendre ça fun. Alors, bon courage. Qu'est-ce que ça signifie le DSA? Et c'est un peu le point que je voulais défendre. On est dans un objectif d'amélioration de la situation actuelle. Quelle est la situation actuelle d'ONG, de chercheurs qui luttent contre la désinformation, qui, toute la journée, de manière assez parfois déprimante, je dois le dire pour certains de mes collègues qui sont parfois assez pris de ce qu'ils lisent tous les jours, comprendre quels sont les mécanismes, comprendre quels sont les réseaux, exposer ces réseaux et en exposant ces réseaux, prendre les risques personnels. Et je tiens aussi à rappeler ça, les risques personnels qui vont quand on expose ces réseaux, quand on expose des médias qui se disent français et qui sont gérés par des entreprises russes comme Inforos et qui ont des liens avec beaucoup d'acteurs français, quand il s'agit d'exposer des suprémacistes blancs qui font des camps d'entraînement aux armes à 2 km de votre domicile et qui mettent votre domicile en ligne, on s'expose à ces choses-là. Donc, qu'est-ce que ça signifie DSA aujourd'hui? C'est exposer ça, en rendre compte et essayer de comprendre pourquoi ce contenu est en ligne, s'il est contraire à des conditions d'utilisation, à des volontés des plateformes de lutter contre la désinformation et pourquoi ce contenu est encore en ligne. Et face à ça, la réponse aujourd'hui qui est apportée aux chercheurs, elle est de 2 types. La première, c'est vous contactez la plateforme, quelle qu'elle soit, que c'est arrivé avec toutes les plateformes. Donc là, pour le coup, je ne veux pas mettre Google en porte-à-faux là-dessus, ça arrive avec toutes. Il y a 2 solutions. La première, c'est merci beaucoup, c'est très important pour nous. Effectivement, on lutte contre la désinformation. On a un très beau communiqué de presse qui sort, on a une très belle quote dans l'article. On travaille très régulièrement avec des journalistes, on a une très belle quote, et ça disparaît. Et on ne sait pas pourquoi ça disparaît. La deuxième chose qui se passe, c'est l'inverse. Il ne se passe rien. Vous avez une partie qui reste, une partie qui tombe, et vous ne savez pas pourquoi quelque chose s'est passé. Et c'est là que le DSA rentre en jeu, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne en compte quelque chose de très important, c'est que l'inaction, c'est de l'action. Quand on laisse quelque chose, on laisse les moteurs de recherche, on laisse les algorithmes continuer à le recommander, continuer à le propager. Ce n'est pas un incentive à l'enlever, mais c'est de comprendre que l'inaction a une action sur la pérennité de ce contenu, sur sa capacité à voyager, à recirculer et à revenir. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le DSA qui est très intéressant? Il y a un article qui s'appelle l'article 17. L'article 17, il permet très justement, si vous avez été modéré par les plateformes, de pouvoir faire appel. C'est très important. Ça n'existe pas aujourd'hui et c'est important d'avoir un processus, si vous considérez que vous avez été abusivement modéré par une plateforme, de faire appel et que la plateforme vous donne l'explication sur laquelle elle a pris une décision et vous pouvez même contester cette décision derrière. Et même si vous gagnez, la plateforme doit même payer vos frais de justice. C'est quand même un progrès assez fort. Je ne suis pas sûr que chez Google, des fois, je ne sais pas comment ça se passe, on pourra en parler tout à l'heure. Mais ce qui est important aussi pour demain, et c'est un des points aujourd'hui de discussion au sein du trilogue. C'est quoi le trilogue? C'est le Parlement a voté son texte, le Conseil est en train de faire le sien et on est en train d'essayer de se mettre d'accord. Dans le trilogue, c'est d'avoir la capacité de aussi contester quand on a signalé quelque chose, pourquoi ça ne disparaît pas. Quelle raison le contenu est encore là? Et pourquoi c'est important?
parce que ça permet de comprendre les mécanismes de décision. Aujourd'hui, on est face à des boîtes noires en tant que chercheur, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi on a agi, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas agi. Et l'important aujourd'hui, c'est de pouvoir savoir quelles sont les règles qui s'appliquent. Parce qu'une fois qu'on connaît ces règles-là, on est capable de déduire quels sont les fonctionnements, comment on peut les améliorer, comment on peut avoir une coordination plus forte entre les acteurs de la société civile et les chercheurs pour connaître quels sont les mécanismes de modération. Et c'est comme ça qu'on a de la redevabilité. Ce n'est pas de la transparence pour la transparence. Et là, j'alerte sur le fait que les codes de conduite, c'est très bien. Je ne sais pas si vous avez imprimé des rapports, c'est fantastique, ça fait 40 pages, à part tuer la forêt amazonienne parce que personne ne les lit, pas grand monde, ça ne fait pas grand-chose. Il faut avoir de la transparence qui soit activable. Quelque chose sur lequel on peut se baser pour ensuite mener des actions et comprendre quels sont les mécanismes qui sont derrière. Donc ça, c'est la clé. Parce que la clé du DSA, ce n'est pas d'ouvrir des boîtes noires en créant des listes blanches de gens qui sont exemptés de modération, c'est de comprendre quels sont les mécanismes. Et ces mécanismes-là, pour cela, il faut avoir un système d'appel, et c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans l'article 17. Cet article 17, cette version-là, pour les utilisateurs, elle est dans les premières versions du Conseil. Elle n'est pas dans la version du Parlement européen, et c'est un des enjeux cruciaux qui va arriver dans les 6 à 8 prochaines semaines. Et avec l'adoption au mois de juin, c'est d'inclure, qu'on appelle nous en anglais, dans notre jargon, le whether or not, c'est de pouvoir faire appel, qui est action ou pas action des plateformes, pour pouvoir faire ça. Peut-être vous pourriez préciser pourquoi l'article 17 a disparu de la version finale. Il n'a pas disparu. Ça n'était pas dans le texte original de la Commission. C'est un ajout de la société civile qui n'a pas été repris par le Parlement européen malgré les promesses de certains députés, notamment de ce pays. Je ne citerai pas de nom. Mais qui est dans les versions du Conseil. C'est-à-dire que les États membres veulent l'inclure parce qu'ils considèrent que c'est important. Mais ça n'est pas dans la version du Parlement. C'est pour ça que ces mécanismes d'appel doivent être élargis et ouverts à plus de personnes pour pouvoir avoir cette redevabilité. J'aime pas le mot accountability, je suis désolé, on le fait souvent en anglais, il n'y a pas de tradition française bonne pour ça. C'est redevabilité parce que ce n'est pas une responsabilité non plus, une redevabilité. Eh bien, merci, je crois qu'on reviendra peut-être sur ce point, il y aura des réactions à ce point. Je vais donc passer la parole maintenant à Romain Badouard, qui est maître de conférence dans notre université, Paris-Panthéon-Assas, et qui est auteur d'un ouvrage qui a eu un grand succès, qui s'appelle « Les nouvelles lois du web » et qui porte sur les régulations du contenu. Et il est donc membre du CARISM, j'en profite pour l'ajouter, qui est donc notre laboratoire de recherche, le Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias, dans lequel il y a un certain nombre de travaux qui ont été engagés. Je ne vois pas, par exemple, Marguerite Borelli, mais c'est une de nos doctorantes. Et voilà, merci Marguerite, qui est là et qui travaille sur justement la mise en place de dispositifs par les plateformes pour lutter contre le terrorisme. Donc, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de notre travail, et en particulier grâce à Romain, que je remets. Alors, Romain, tu vas nous parler aussi d'un autre aspect. On a pris une série d'aspects différents. Et en fait, tu t'interroges en tant que spécialiste de la régulation des plateformes sur la question de l'audit justement des plateformes qui est prévu par le texte. Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je voulais revenir sur la question de l'audit au sein du DSA et plus globalement sur la question de la transparence des plateformes, la transparence des algorithmes, qui est un mot qu'on a beaucoup entendu depuis ce matin. Mais on n'a pas, c'est parfois difficile de se rendre compte de ce qu'on appelle exactement transparence et régulation ou gouvernance par la transparence. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement? Alors déjà, je voudrais juste dire en quelques mots que le Digital Services Act, c'est un texte européen qui vient mettre à jour la législation européenne en matière d'économie numérique, qui datait d'il y a une vingtaine d'années, puisque l'ancienne législation était la directive e-commerce qui datait du début des années 2000. En fait, au moment où est publiée la directive e-commerce, au début des années 2000, une de ses principales innovations, c'est de distinguer différents niveaux de responsabilité entre les acteurs de l'économie numérique, et notamment d'instituer cette fameuse distinction entre les hébergeurs et les éditeurs, à savoir que sur Internet, les hébergeurs
ne sont pas considérés comme responsables des contenus qu'ils hébergent, à l'inverse des éditeurs comme les médias en ligne qui, eux, sont responsables des contenus qui sont publiés sur leur site. Au moment où la directive est publiée, émergent de nouveaux acteurs de l'économie du numérique que sont les plateformes de réseaux sociaux ou les plateformes de partage de contenu comme YouTube, Facebook, Twitter, qui, de par leur activité, en fait, sont à mi-chemin entre les deux statuts. Alors, plus exactement, on a tendance d'abord à les considérer comme des hébergeurs, puisque Facebook ou YouTube vont mettre à disposition des outils de publication pour les internautes, pour s'exprimer, publier des vidéos, de prendre la parole de manière assez générale. Donc, elles ne sont pas responsables de ce que disent les internautes par le biais de leurs services. Pour autant, quand on regarde concrètement ce que fait YouTube ou ce que fait Facebook ou ce que fait Twitter, on se rend compte qu'il y a quand même une partie d'activité éditoriale, puisque ces plateformes ne sont pas tout à fait neutres par rapport au contenu qu'elles hébergent. Elles vont avoir des algorithmes qui vont trier les contenus publiés, notamment sur Facebook, dans le fil d'actualité. Comment nous parviennent à nous ces contenus dans nos fils d'actualité, ou sur YouTube via la recommandation de nouvelles vidéos une fois que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo que vous regardez. Et donc, par rapport à ce statut intermédiaire, il y a un espèce de flou juridique qui va perdurer pendant un certain nombre d'années, jusqu'à la loi République numérique en France qui va instituer un nouveau statut, qui est le statut d'opérateur de plateforme, donc un mi-chemin entre les deux, je ne rentre pas dans le détail, et qui va promouvoir une forme de régulation par la transparence de ces opérateurs de plateforme. En gros, concrètement, qu'est-ce qu'on attend de ces plateformes? On attend d'elles qu'elles soient plus transparentes sur la manière dont fonctionnent leurs algorithmes, que ce soit de tri des contenus ou de recommandation de contenus, vis-à-vis de leurs usagers, on en parlait tout à l'heure, comment on informe les usagers sur la manière dont sont triés ces contenus, et puis vis-à-vis aussi des instances de régulation en publiant un certain nombre de rapports sur comment l'algorithme de Facebook trie les contenus, comment celui de YouTube les promeut, les recommande, etc., etc. Donc cette forme de gouvernance par la transparence, elle va être poursuivie en France, notamment par la loi sur les manipulations de l'information, ce qu'on a surnommé la loi anti-fake news, qui est entrée en vigueur en janvier 2019, qui, là aussi, demande au CSA, donc maintenant l'Arcom, d'exiger des principales plateformes du web qu'elles publient 2 fois par an des rapports de transparence sur le fonctionnement de leurs algorithmes, leurs architectures d'information, etc., etc. Donc, ces rapports sont publics, on peut y avoir accès sur le site du CSA, je n'ai pas vérifié encore sur celui de l'Arcom, mais j'imagine que oui. Et donc, cette forme de gouvernance par la transparence, de régulation par la transparence, elle apporte quelque chose d'assez positif dans le débat public sur tous ces sujets, qui est d'obliger les acteurs du numérique à justement un effort de transparence. En anglais, on parlerait de public scrutiny, c'est-à-dire de mettre sur la place publique leur manière s'exposer au regard du public, exactement, merci, sur leur pratique de modération et de tri des contenus. Pour autant, elle pose aussi un problème qui est ce que les chercheurs américains Mike Anani et Kate Crawford ont appelé l'opacité stratégique. L'opacité stratégique, c'est l'idée que lorsque vous régulez par la transparence, lorsque vous gouvernez par la transparence, en fait, vous vous situez dans une position de dépendance par rapport aux plateformes ou aux acteurs du numérique, c'est-à-dire que vous exigez d'eux et d'elles qu'elles publient des rapports de transparence, mais en fait, votre droit de regard sur qu'est-ce qui est véridique par rapport à ce qui vous est transmis, il est très faible. C'est-à-dire que le CSA, en gros, pour le dire très simplement, n'a aucun moyen de vérifier que les chiffres qui sont transmis, pas que par Google et Facebook d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont concernés par cette législation, sont véridiques en fait. On n'a pas moyen d'aller vérifier que ces données sont exactes, puisqu'il n'y a aucun moyen de certifier que les données correspondent vraiment à ce qui est hébergé par les plateformes. Et donc l'opacité stratégique, c'est l'idée que les plateformes peuvent nous dire ce qu'elles veulent nous dire et garder secret ce qu'elles veulent bien garder secret. Donc, c'est d'où une dimension stratégique derrière tout ça, qui est de dire qu'on va garder des données sensibles bien au chaud sur les serveurs. Alors, par rapport à ça, justement, le DSA demande aux très grandes plateformes, ce que le texte appelle les très grandes plateformes, c'est-à-dire les plateformes qui ont plus de 10% de la population européenne comme utilisateurs, donc ce qui représenterait 45 millions d'usagers, ou 50 millions, je n'ai plus le chiffre exact, je crois que c'est 45, bref,
une exigence d'audit qui est de financer des audits indépendants de leurs serveurs pour que les rapports de transparence dont on a parlé depuis le début de la matinée soient certifiés par des agences indépendantes qui disent effectivement ce que nous disent Google, Facebook, Twitter, jeuxvideo.com ou autres sont exacts par rapport à ce que l'on observe, nous, sur le terrain, c'est-à-dire sur leur serveur. Alors, c'est une avancée en termes de régulation. L'audit, ça pose aussi un certain nombre de problèmes. Ça pose un certain nombre de problèmes, peut-être qu'on pourra y revenir aussi par la suite, mais ça pose d'abord un problème de savoir si techniquement c'est faisable. Techniquement c'est faisable. Moi, j'avais eu l'occasion d'échanger justement avec des gens de Google et Facebook sur le sujet qui disaient que les serveurs de Google et Facebook ne sont pas forcément faits pour pouvoir faire des requêtes sur les sujets que l'on souhaite. Ce sont des architectures d'information qui n'ont pas forcément été bâties pour pouvoir répondre à ces questions. Bon, ça, on peut en discuter. Il y a aussi des spécialistes de l'analyse de données qui pourraient donner leur avis sur ce qui est faisable ou pas techniquement parlant. Il y a aussi des questions de concurrence, c'est-à-dire que évidemment, la formule de l'algorithme de Google ou de Facebook sont des secrets commerciaux très bien gardés, comme la recette du Coca-Cola ou du Nutella, et voilà, dans une situation de libre concurrence, on veille à ne pas livrer tout ce type de secrets sur la place publique. Et puis, il y a l'enjeu aussi de décision qui est de savoir, lorsqu'on parle notamment de désinformation, qui doit décider ce qui correspond à une fausse information ou pas, selon quels critères. Là aussi, on en a beaucoup parlé en début de matinée, donc je reviens pas dessus. Donc, effectivement, il y a vraiment un enjeu très important de contrôle démocratique de toutes ces activités à travers la question de l'audit et ce que permet le Digital Services Act. Comment tout ça sera traduit dans les législations nationales, c'est quand même un enjeu important et sera mis en application. Là, c'est vraiment le tout début de l'aventure, si je puis dire, et on verra voilà, d'ici quelques années comment tout ça sera mis en application. Merci Romain. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Benoît Tabaka, qui a déjà reçu un certain nombre de questions. Donc, vous êtes, après être passé par le Forum des droits d'Internet, une vieille histoire de régulation d'Internet déjà bien ancienne, puis par PricewaterhouseCoopers, ça fait maintenant, vous fêtez vos 10 ans chez Google, enfin je ne sais pas si vous les fêtez d'ailleurs, comme directeur des relations institutionnelles. Et vous voulez poser, avant de répondre peut-être aux membres de la table ronde, vous vouliez poser une question qui me paraît absolument centrale, c'est que en fait, qui va avoir autorité, Romain vient de le dire un peu d'une certaine manière déjà, mais qui va avoir autorité pour décider quel contenu est acceptable. Et je crois que vous considérez que le DSA n'est pas suffisamment précis sur ce point. Non, mais, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation. Et effectivement, peut-être revenir sur, on va dire, le DSA, l'origine, pour essayer de mettre du concret. Je vais donner quelques exemples. Je pense que c'est bien de partir des exemples, puisque finalement, nous, on vit dans l'exemple en permanence, qui sont en fait la vie de tous les jours, côté Google, côté YouTube. Prenez des exemples purement hypothétiques. Vous avez, en février, on va dire 2020, un professeur qui vous dit qu'il existe un remède qui soigne une maladie qui est en train d'apparaître un peu partout dans le monde. Vous êtes à l'aune d'un confinement. Un tel contenu peut créer des troubles sociaux, pousser les gens à prendre les armes et à se rebeller contre la société et le gouvernement qui prononcerait un confinement. Vous supprimez ou pas les vidéos? Quelle est l'action que vous prenez? Je vous prends d'autres exemples. Vous avez une déclaration de candidature, un candidat à l'élection présidentielle, qui prend des extraits d'une multitude purement hypothétique, une multitude de contenus existants. Vous recevez 14 plaintes, vous retirez ou pas la vidéo? Vous prenez une vidéo de campagne d'une autre candidat à l'élection présidentielle, très beau champ, une pyramide, celle du Louvre, protégée par le droit d'auteur de l'architecte. Vous retirez ou pas la vidéo? Ça, c'est notre quotidien. Tous les jours, c'est ça. Et on parle de droit d'auteur. Je pourrais vous prendre plein d'exemples en matière de problématiques touchant la haine, touchant aux propos haineux.
la frontière entre les propos haineux, la diffamation, etc., le droit à l'image, les problématiques de désinformation, de mésinformation, etc., etc. Et effectivement, aujourd'hui, le quotidien des plateformes, pour reprendre un peu en arrière et revenir effectivement sur la genèse finalement du DSA, c'était de se rendre compte que la directive e-commerce est révolue en quelque sorte. La directive e-commerce, on l'a bien rappelé, hein, le principe même de la directive e-commerce vis-à-vis des acteurs du numérique, c'est simple, c'est vous devez être passif. C'est la passivité. Si vous êtes actif, on peut rediscuter votre statut d'hébergeur, mais tant que vous êtes passif, finalement, vous avez une prime à la passivité, c'est-à-dire vous dégagez finalement d'une responsabilité qui pourrait être engagée au regard des contenus que vous hébergez. Le problème aujourd'hui, vis-à-vis d'une plateforme comme les nôtres, c'est que vous avez des injonctions contradictoires. L'injonction de la règle, de la directive e-commerce, de la loi pour la confiance pour l'économie numérique qui dit vous devez rester passif, et l'injonction de la société, l'injonction du politique, l'injonction finalement de tout le monde qui dit mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis des contenus haineux? Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de la contrefaçon? Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de la désinformation, etc. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où plus on fait, plus la responsabilité est susceptible d'être engagée, et donc automatiquement, l'incitation aujourd'hui du droit, c'est de moins en faire, là où l'incitation et l'attente de la société, c'est de plus en faire. Et c'est là où c'est intéressant vis-à-vis du DSA, parce que finalement, le DSA, on l'oublie en fait, ça fait partie des tout premiers articles, ils reconnaissent un truc, ils reconnaissent quand même la capacité dorénavant pour les grandes plateformes d'agir, et de ne plus être passif. Et ça, c'est vraiment un changement déjà de paradigme, c'est-à-dire que pour la première fois, le droit reconnaît que, indépendamment de votre statut d'hébergeur, que vous pouvez toujours bénéficier, on va vous demander, on va reconnaître le fait que vous allez avoir des actions sur ces contenus-là, mais vous devrez en rendre des comptes auprès de deux personnes, auprès du régulateur et auprès du grand public au travers des obligations de transparence. Ça, c'est quelque chose qui finalement aujourd'hui, pour nous, est attendu. J'ai souvent dit, parce qu'effectivement, la France a cette chance d'être toujours en avance, et notamment en termes d'anticipation du DSA, d'implémentation, de transposition du DSA, puisqu'on a déjà la loi française qui est entrée en vigueur il y a à peu près un mois. Elle est entrée en vigueur le 12 janvier de cette année. Effectivement, l'intérêt de ces textes-là, c'est pour nous d'avoir non seulement un régulateur, mais un interlocuteur. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout seul, plateforme, avec les différents acteurs du secteur, c'est-à-dire ceux qui nous passent des coups de fil, les utilisateurs qui nous flaguent des contenus, à décider finalement quel contenu, qu'est-ce qu'on fait de ces contenus-là. Parce qu'effectivement, dans ces deux cadres, que ce soit le cadre juridique français actuel ou que sans le cadre européen, il y a un grand absent et qui restera sans doute absent, il ne faut pas se cacher la chose, c'est le juge. C'est-à-dire que le contrôle du juge, l'intervention du juge, la capacité de remettre le juge au centre de l'échiquier est sortie en fait, de la discussion. Je ne vais pas dire c'est fini, ça serait peut-être une fake news, mais en tout cas, la question de savoir qui dit la vérité, qui va juger la vérité, qui va juger de l'illégalité. Aujourd'hui, normalement, on devrait s'attendre à ce que ce soit l'autorité judiciaire. En fait, on se rend compte que le cadre juridique tel qu'il a été installé, la dynamique dans laquelle on s'est installé, fait qu'aujourd'hui, on va demander aux plateformes de faire ce travail-là, certes sous la supervision du régulateur, mais à la fin, et quand on parlait par exemple de pratiques de modération, qu'est-ce que le régulateur va regarder dans le cas du DSA? Il va regarder, est-ce que vous avez mis les bons moyens pour lutter contre, en gros, les différentes infractions ou les différents contenus qu'on vous demandait de traiter. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des modérateurs? Est-ce que vous avez des modérateurs, par exemple, en français, basés en France, ou français? Est-ce que vous avez les moyens techniques? Mais à la fin, cette évaluation va aussi se faire sur les contenus. Et donc, à la fin, ça va être de regarder, est-ce que vous avez les compétences aussi pour juger les contenus chez vous? Et c'est ça un des éléments un peu granulaires qu'on va retrouver dans le DSA. Finalement, la logique du DSA, c'est de rajouter effectivement un deuxième niveau de régulation, c'est-à-dire au-delà de la régulation du contenu individuel, on a une régulation maintenant sur les moyens mis en œuvre. Et effectivement, on va aller de plus en plus dans une logique où on entérine finalement le fait aussi que les grandes plateformes, certes sous la supervision d'un régulateur, vont devoir prendre de plus en plus de décisions sur les contenus, et ça sans plus aucune intervention du juge. Et ça, on va dire, ça peut ouvrir un grand champ de perspectives et une interrogation de savoir comment finalement cette régulation de la liberté d'expression va se faire de manière plus large. Mais de manière au-delà de ça, comme je disais, le DSA était nécessaire, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'une régulation qui pouvait intervenir, qui pouvait permettre
de pouvoir, en gros, rétablir les choses, remettre un interlocuteur, remettre un régulateur au centre de l'échiquier, mais ne plus laisser les plateformes, finalement, toutes seules face à cette discussion-là. Pour revenir un peu à des éléments qui ont été partagés, notamment la question de la transparence, la question du droit des utilisateurs à faire des recours, à faire des appels. Sur les appels, par exemple, c'est une fonctionnalité qui existe déjà sur YouTube, c'est-à-dire qu'on a eu le cas, on peut le dire, c'était une erreur de notre part, mais il y a eu certaines vidéos, c'était des parlementaires qui disaient, qui contestaient l'efficacité de la vaccination. Est-ce que c'est de la désinformation ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit apparaître dans le cadre du débat démocratique? Les équipes qui avaient détecté ça suite à des flags d'utilisateurs ont dit qu'on avait franchi la ligne. Le parlementaire a fait appel, les équipes ont revu, on dit non, mauvaise analyse initiale, on a réinstallé la vidéo. Donc effectivement, des mécanismes d'appel sont nécessaires, sont importants, il faut les avoir. Après, la question, et c'est plus les garde-fous à prévoir dans le DSA, et ça fait partie de discussion un peu, on va dire, pour finaliser cette partie-là, c'est comment s'assurer qu'on ne rentre pas dans une logique où on risque d'avoir des abus, on risque d'avoir finalement une avalanche de contre-notifications, notifications, etc., etc. On a connu ça, en fait, sur la question de droit d'auteur aux États-Unis avec le DMCA. Donc, après, il y a des mécanismes de garde-fous qui peuvent être mis en place, mais la logique d'appel, c'est important. Sur la logique de transparence, c'est un point aussi, en quelques secondes, qui mérite en fait d'être mis en avant. C'est-à-dire que la régulation par la transparence, on en parle beaucoup, la régulation par la data, on en parle beaucoup. Je me souviens que Sébastien Soriano en parlait quasiment dans chacun de ses discours lorsqu'il était président de l'ARCEP. C'est quelque chose qui aujourd'hui est entré dans les mœurs. Après, c'est la question, qu'est-ce que ça veut dire de manière opérationnelle? Qu'est-ce que c'est en fait de réguler par la transparence? Aujourd'hui, nous, on le vit de plusieurs manières. On le vit parce que on est dans les échanges avec l'ARCOM et à l'époque avec les équipes du CSA. Et en fait, c'est beaucoup plus opérationnel que ce qu'on croit. C'est-à-dire que, par exemple, le rapport sur la transparence, c'est pas on envoie notre rapport à l'ARCOM et merci, bonjour, à bientôt. C'est effectivement, il y a un rapport qui va donner lieu à une série de questions, à une série d'interrogations, à des rendez-vous avec nos équipes d'ingénieurs, à des analyses, à des regards. On va avoir en fait des chercheurs. À l'époque, ils faisaient ça aussi en lien avec l'ADOPI, mais maintenant, c'est ça, ADOPI, maintenant c'est l'ARCOM, ils sont tous à la même maison, d'analyse, de tests extérieurs de est-ce que ce que nous on raconte, c'est la réalité? Est-ce que l'algorithme tel qu'il représente les recommandations, c'est bien ce que vous êtes en train de nous dire? Est-ce que la réaction que vous avez par rapport à tel ou tel contenu, c'est bien ce que vous êtes en train de nous dire? Donc, en fait, c'est quelque chose qui s'opère, c'est-à-dire que sans avoir accès effectivement à la recette secrète de l'algorithme, à des données brutes, à des milliards de données brutes, etc., il y a des capacités aujourd'hui d'audit qui sont mises en œuvre, et y compris mises en œuvre dès aujourd'hui par le régulateur. La deuxième expérience qu'on est en train de mener, on n'en a pas du tout parlé, j'ai l'impression depuis ce matin, c'est le PRN. Peut-être que beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler du PRN. C'est une structure qui est basée à Bercy, qui regroupe en fait différentes administrations et j'avoue, je n'ai plus aucune idée de ce que signifie l'acronyme, mais disons que c'est une équipe qui est censée faire de l'analyse et du support technique opérationnel d'ingénierie finalement au profit de toutes les administrations et aussi des régulateurs vis-à-vis des plateformes et de la régulation de l'économie numérique. Et donc, effectivement, cette équipe a la capacité de pouvoir, et on a commencé à faire des travaux avec eux, notamment sur l'algorithme du moteur de recherche, qui leur permet déjà dans un premier temps de tester les outils existants. Et donc, en gros, on prépare la mise en œuvre plus ou moins du DSA avec eux et de voir finalement, par rapport à ces questions d'audit et de supervision par le régulateur, de quoi ils vont avoir besoin. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous tournez vers le régulateur, ils vous disent OK, c'est quoi la transparence? Ils ne savent pas en fait. Ils ne savent pas du tout de quoi ils ont besoin parce qu'en fait, ils découvrent un monde complètement nouveau. Et à l'inverse, effectivement, d'avoir une ouverture complète de tout, le risque, c'est effectivement de dire qui peut y accéder, pourquoi faire. Il y a des sujets aujourd'hui dans le DSA de dire on ouvre les données un peu à tout le monde, par exemple au concept de journaliste. Mais qu'est-ce que c'est qu'un journaliste? Est-ce que demain, un journaliste qui travaille pour un média financé par certains pays, c'est un journaliste à qui on voudrait confier les clés du camion en termes de regarder comment fonctionnent les algorithmes, l'accès aux données, etc., etc. Donc, ça fait partie des garde-fous, à mon avis, côté DSA. Donc, tout ça pour finir, c'est que nous, on est plutôt dans une logique où se dire que le DSA, il intervient maintenant parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de remettre au cordeau de c'est quoi le cadre juridique, c'est quoi ce qu'on attend des plateformes.
c'est important de l'avoir maintenant parce qu'on a besoin d'un régulateur, on a besoin d'un interlocuteur, on a besoin d'avoir quelqu'un qui soit extérieur aux plateformes, extérieur aux individus, extérieur à toutes les personnes impliquées dans les contenus qui puissent venir nous accompagner, être cet interlocuteur privilégié aussi pour nous. Le point faible, dans toute cette logique de régulation au cours des dernières années, et ça c'est plus une réflexion plus large à avoir sur le futur du rôle du juge dans la régulation du numérique, c'est que progressivement on a sorti le juge. Et ce n'est pas que sur les sujets du DSA, c'est plein de régulations où la plupart des actions aujourd'hui sont menées par des autorités administratives sans plus aucune intervention du juge. Vous avez l'exemple où la DGCERAF a fait supprimer du moteur de recherche plusieurs dizaines de millions de contenus, qui était le site Wish, qui est un site de commerce électronique. Il a disparu sous la forme d'une injonction d'une page de la DGCERAF, sans aucune intervention d'un juge. Et donc, effectivement, la place du juge dans toute cette architecture de la régulation numérique, à mon avis, c'est le prochain dossier à ouvrir. Merci beaucoup déjà d'avoir apporté un certain nombre de réponses à nos interlocuteurs. Je vais donc passer la parole maintenant à l'acteur qui est fondamental, on l'a rappelé ce matin pour les questions d'information, de malinformation, désinformation, qui est la presse, qui est donc représentée par Pierre Louette, qui est président de l'Alliance de la presse d'information générale, mais aussi PDG du groupe Les Échos, Le Parisien, depuis 4 ans, avec une carrière que vous avez menée dans de nombreuses entreprises, dans l'administration, et puis à Orange, à Havas, à l'AFP, etc. Et donc, je voulais vous interroger sur justement le statut particulier de la presse. Les plateformes, les médias, enfin, les représentants des médias ont beaucoup milité pour que soit reconnue la spécificité des contenus de presse. Or, l'article 12 du DSA ne reprend pas exactement ce que vous réclamiez, qui était une clause de non-ingérence, en quelque sorte, je caricature, mais une clause de non-ingérence des plateformes dans les contenus médiatiques. Et donc, vous n'avez pas obtenu, ça a fait l'objet de nombreux débats et abondants. Et donc, je vous remercie de nous donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis très content d'être là avec les collègues. Et aussi, je pense qu'il y a pas mal d'étudiants dans la salle et ça fait très plaisir pour plein de raisons. Je vais essayer de répondre directement à la question, mais en mêlant des considérations de nature un peu différente. D'abord, un grand bonheur d'avoir entendu Benoît Tabaka dire des choses auxquelles j'adhère complètement. Donc, j'y reviendrai sur le rôle du juge. Bon, je ne vais pas tout de suite le dire, mais parce que j'avais envie de développer 2-3 séries de remarques. D'abord, on est dans un monde qui change, ça c'est une tautologie. Dans notre domaine, c'est vraiment très sensible. C'est vraiment, et vous avez de la chance si vous êtes étudiant dans ce domaine-là, parce que vous assistez à la naissance d'un droit. Bon, alors, ça fait quelques années, mais ce droit est en pleine mutation, et ce droit a à voir avec le vivant, et ce droit a à voir avec la politique, et à voir avec l'éthique. Donc, c'est souvent le cas du droit, ce n'est pas toujours à ce point-là engagé. C'est-à-dire qu'on a vraiment une régulation, une production de normes qui sont en permanence en prise avec des questions, et Benoît les a mentionnées, qui sont très concrètes et qui sont la vérité, qu'est-ce que la vérité? Après, on va arriver à qu'est-ce qu'un journaliste, c'est moins grave quand même, mais c'est une question importante pour les producteurs d'information. Donc, c'est vraiment assez captivant d'être dans ce moment-là. Comme on dit souvent, une crise, parce qu'il y a une forme de crise de cette régulation et de cette codification, c'est une chance dangereuse. Donc, moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'on en sortira renforcé parce qu'on aura travaillé à beaucoup d'égards. Première série de réflexions sur la production et la norme en Europe. J'ai été frappé tout à l'heure, je me rendais compte que je ne connais même pas le mot français pour DSA. On a tous dit, et moi je l'ai dit aussi, je le dis volontiers, DSA, DMA, Digital Services Act, Markets Act, et on répète volontiers au moment même où la loi, on est dans une maison du droit, et c'est une maison de la loi française nous rappelle qu'on devrait peut-être trouver des équivalents. Tout à l'heure, je sursautais, mais ce n'était pas du tout méchant parce que je le fais tout le temps, mais dire une quote, c'est vrai qu'on peut dire une citation aussi, c'est un mot qui existait depuis Descartes et encore avant, et on a le droit d'utiliser. Mais voilà, c'est important de le mentionner. On est dans ce monde dans lequel il y a des mots qui s'imposent. Donc, il n'y a pas de mot en français pour DSA. Deuxièmement, il y a une vraie capacité, et moi je suis un grand fervent amoureux de l'Europe, il y a une vraie capacité de l'Europe à se rendre difficile à aimer, parce que vous avez au même moment 2 textes, DSA, DMA, dont souvent on ne connaît pas très bien les acronymes, on ne sait pas les développer, on ne sait pas quel équivalent ils ont en français. Et surtout, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup, après un long silence du législateur européen, parce que
La directive e-commerce, vous vous rappeliez, c'est 2000. Donc là, c'était assez tôt. Le premier sommet consacré par l'Europe aux enjeux du numérique, c'est 2016. C'est quand même donc à peu près 20 ans après la naissance de Google. Il y a un côté un peu rent-en-plan, quoi. On lui marche sur la queue et à la fin de l'épisode, il dit quel est ce cow-boy? Je crois que je l'ai déjà vu. Bon, ça faisait 20 ans que le numérique était apparu. Il y avait des sujets sur des sommets sur plein de sujets importants, la sidérurgie, l'agriculture, plein de choses. Il n'y avait jamais eu de sommet sur le numérique 2016. Donc c'est quand même très tardif pour prendre en compte, en considération et se rendre compte à quel point le numérique, avec l'apparition des grandes plateformes qui ont émergé par leur mérite, pour ceux qui sont anciens dans la profession, j'allais dire, il y avait d'autres moteurs de recherche au début, et puis un moteur de recherche a été meilleur que les autres, ça s'appelle la concurrence par les mérites. Après, il est devenu si grand que beaucoup, dont moi, peuvent appeler à sa régulation, parce qu'il est entré dans un monde de dimensions différentes. Mais voilà, donc l'Europe n'est pas forcément très rapide, elle n'est pas forcément très claire dans ses propos. Et moi, je mets au défi, à part les experts, un citoyen normal de lire un projet de directive ou de règlement, en l'espèce, et de bien le comprendre. C'est vraiment dans une nouvelle langue qui n'appartient qu'à eux. Et donc, tout ça, ce n'est pas facile à partager. Ça, c'est un premier point important, à mon sens, à souligner. Deuxièmement, on a un besoin de normes de codification et de réglementation qui est lié à la place incroyable prise par les algorithmes dans nos vies. Aurélie Jean en parlerait beaucoup mieux que moi, elle sait très bien faire chanter les algorithmes, mais il faut quand même retenir une chose, c'est que ce sont des constructions, des équations, en fait, qui sont quand même nourries par des hommes et des femmes. Donc, au départ, ils n'ont pas d'autonomie de la volonté, ils sont construits, on injecte en eux des paradigmes, des paramètres, et après, ils travaillent et ils proposent en fait des comportements. Ça repose sur une motivation fondamentale qui a, à mes yeux, au fond, un peu perverti les grandes plateformes, mais qui est liée à la volonté de maximiser les revenus, c'est la notion d'engagement. Quand on était, il y a 30 ans, dans ces maisons, on avait des engagements ou pas politiques. Là, on est engagement, j'aurais dû dire engagement, pardon. C'est l'engagement qui est le terme qui est utilisé pour dire on va proposer des contenus, plus ils seront engageants, plus les gens y passeront du temps, et plus on générera des revenus publicitaires. Voilà, c'est ce que Patrick Lelay, qui est un grand penseur conceptuel de son temps, avait défini comme le temps de cerveau disponible, et il fallait remplir de publicité. Bon, l'engagement, c'est un peu ça. Et donc, l'engagement, en bon français, ça va être une façon de vous proposer more of the same, plus du même, ou worse of the same, pire du même, c'est-à-dire quelque chose qui vous fera passer encore plus de temps. C'est particulièrement vrai dans les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout le cas dans les moteurs de recherche, mais dans les réseaux sociaux, ou éventuellement un peu dans un YouTube, mais YouTube, c'est surtout la musique, au fond, qui a triomphé largement. Mais dans les réseaux sociaux, c'est plus compliqué, parce qu'on vous propose des contenus encore plus en affinité apparemment avec ce que vous vouliez. Et il y a cette fameuse histoire qui circule toujours de chercheurs qui cherchent dans cette maison ailleurs sur je sais pas, les réseaux d'extrême droite aux États-Unis. Et au bout d'un moment, ils disent mais là, je vais me retirer des réseaux parce qu'on me propose que des choses épouvantables d'extrême droite américaine parce qu'ils m'ont défini, ils m'ont ciblé, ils m'ont criblé. Bon, ça, c'est un deuxième point. Et là, il y a un besoin de régulation qui me paraît tout à fait important pour vos vies, pour nos vies numériques. Si les algorithmes sont la grammaire de nos vies numériques, il faut codifier cette grammaire. C'est aussi fort et aussi simple qu'à l'époque où on a codifié la grammaire de la langue française. Et c'est peut-être encore plus important parce qu'un Facebook, pour le citer, avec ses qualités aussi et ses qualités de développement, mais c'est devenu l'agora du monde. Quand on est fréquenté par 3 milliards de personnes, on est l'agora du monde. Et donc, une agora qui fonctionne sans aucune espèce de définition de règles de fonctionnement, c'est un peu compliqué. Alors, il en a été introduit certaines, et c'est là où j'en arrive aux juges. Moi, j'ai beaucoup réagi, mal réagi d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de publier dans Le Monde une tribune sur ce thème-là, puisqu'on publie plutôt chez les collègues et les confrères, pas dans ses propres colonnes, parce que ça, c'est un autre régime démocratique qui est moins démocratique. Mais donc, en l'espèce, il y avait la gentillesse de prendre cette tribune qui était consacrée à la création par Facebook d'une Cour suprême. D'ailleurs, instantanément dotée, on s'en souvient, d'un budget supérieur à celui du budget de fonctionnement de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. C'est ça aussi le monde dans lequel on est. Et donc, je m'étais dit, pourquoi a-t-on besoin de créer une Cour suprême pour faire peut-être de l'autorégulation? Et d'ailleurs, elle n'est pas très aimable avec Facebook. Cette Cour suprême, elle a rendu plusieurs fois des décisions. Elle est composée d'anciens premiers ministres danois, de gens qui ont des compétences diverses. Mais bon, mais quand même, il y a des juges aux États-Unis qui sont élus. Donc, les citoyens votent pour les élire. Dans notre pays, ils passent des concours, ils sont recrutés et puis ils deviennent juges. On peut les critiquer, on peut les conseiller. Mais enfin, c'est une fonction super importante dans l'organisation d'une société et c'est une fonction judiciaire. Et donc, j'en viens à la question précise que vous posiez. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est que
quand même soit faite une exception dans les contenus, aux contenus de médias, et qu'on puisse dire, si ce sont des contenus de médias français, il y a en France un juge judiciaire, depuis la loi de 1881, qui s'occupe de ça. Bien, elle a été souvent modifiée, mais elle reste un pilier de nos fonctionnements. Elle donne une responsabilité particulière aux journalistes, mais aussi aux directeurs de publication, ensemble liés. Moi, je suis souvent mis en examen à ce titre-là, parce que pendant le confinement, d'ailleurs, c'était les principales lettres que je recevais. Mais bon, ça fait toujours du bien de recevoir un contact avec autrui. Autrui avait disparu, au moins il y avait ces gens qui m'écrivaient. Mais voilà, parce qu'on produit des milliers d'articles, certains font grief. La mise en examen dans ce domaine-là est de droit, on permet d'accéder au dossier, de traiter. Voilà, mais c'est pas plus une formalité, mais en tout cas, le juge est celui qui, in fine, va déterminer, au fond, ce qui était. Et j'étais content que Benoît le mentionne. C'est important, quoi, ce pouvoir-là. Et au même moment où on veut réguler les plateformes pour plein de raisons, mettre à leur charge ce devoir de déterminer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ben ça a quand même ses limites. Donc, je pense qu'introduire une disposition permettant de renvoyer vers les juges judiciaires de tous les pays, ça serait peut-être une façon de procéder. C'est plus compliqué, je ne le formule là, évidemment, mais ça serait aussi continuer à faire fond sur des principes qui ont prévalu avant, qui méritent d'être modernisés, mais qui méritent aussi d'être préservés. Voilà, il y a des chambres spécialisées dans l'examen des délits de presse. Elles regardent, elles ont l'habitude de comparer, elles prononcent des jugements. Elles sont souvent sévères, d'ailleurs, pour des choses profondément erronées ou qui font grief ou qui sont diffamatoires, mais ça fonctionne pas mal. Voilà, donc c'est quelques réflexions simplement pour dire qu'on est aussi pour cette exception. On ne l'a pas obtenue dans le cadre de l'adoption du texte. Dans le trilogue, je ne suis pas du tout certain que ça puisse triompher, mais c'est important de le faire. Un dernier mot simplement pour faire écho, et parce que vous vous intéressez forcément aux questions de régulation dans cette pièce-là, pour faire écho aussi à une partie de ma carrière, j'étais beaucoup dans les télécoms après l'agence France-Presse, et je travaillais beaucoup avec le précédemment mentionné Sébastien Soriano, patron de l'ARCEP, et je me rendais compte là récemment qu'on avait déployé un arsenal de régulation extrêmement important pour réglementer et réguler des réseaux physiques qui sont dans la terre, maintenant en aérien aussi, qui distribuent le cuivre, la fibre, et donc extrêmement détaillé avec des corps constitués entiers qui se penchent là-dessus. C'est très important d'un point de vue économique, mais ça n'a pas du tout la même importance que le réseau, au fond, des algorithmes ou la place des plateformes majeures dans l'organisation du débat de nos sociétés. Donc, on a su le faire pour des choses qui sont, d'ailleurs, certains les appelaient des dumb pipes, des tuyaux idiots. Enfin, ce sont des tuyaux physiques qui transportent plein de choses, mais qui ne régulent pas. Donc, il faut, je pense, s'intéresser de plus en plus à cela. Et ça passe aussi, pour conclure, par l'éducation aux médias. Moi, je suis de ceux qui poussent énormément une association qui s'appelle l'APEM, que l'Alliance pour la presse pousse beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas une heure d'éducation aux médias dans les collèges et les lycées français. En principe, si, mais souvent, elle n'est pas tenue, elle n'est pas faite. L'éducation aux algorithmes, juste dire, si vous fréquentez tel ou tel réseau, si vous y passez des heures, et je ne veux pas évoquer le destin tragique de tel ou tel Instagrammeur, Instagrammeuse, ou sur d'autres plateformes aussi qui aura pu mourir finalement d'être agressé ou ça a été mentionné aussi, on peut être agressé parce qu'on dénonce des comportements. Cette éducation-là, c'est l'éducation à nos vies numériques. Or, les vies numériques, c'est 2h30 d'Internet par jour et puis c'est, je sais pas, 8 heures d'exposition aux médias par jour. Ce serait peut-être pas mal de se mettre enfin à consacrer du temps à ça, parce que c'est ça, faire des citoyennes et des citoyens modernes. Merci. Je suis frappée dans tous vos propos, à part ceux de Célia, par la place qui est faite aux internautes, où d'une certaine manière, on peut à la limite, vous les avez évoqués, mais pour les éduquer, pour les informer, mais finalement leur action est assez peu prise en compte dans les formats de régulation. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a quand même une intelligence des foules, il y a la notion sur laquelle on peut revenir, je vais la citer en français pour vous faire plaisir, de signaleur de confiance. Dans les multiples formats de la régulation, dont on parle au moins depuis les SIG, il y avait aussi la société civile qui ne passait pas que par des ONG, qui pouvait aussi passer par l'action individuelle des utilisateurs et pas simplement par le fait de leur donner des outils de régulation dans le design même des plateformes, mais leur faire aussi un peu confiance dans la capacité à désigner les contenus qu'ils estiment non validés. Et finalement, c'est quelque chose qui est resté quand même très à la marge. Je vais vous donner la parole.
Oui et non, c'est justement pour ça qu'on insiste sur cet article 17, pour justement faire en sorte que ça ne soit pas, on va dire, capturé, même si j'aime pas le terme, mais en tout cas qu'il n'y ait pas que des signaleurs de contenu qui puissent avoir accès à des mécanismes d'appel. Et c'est pour ça qu'on inclut sur le mécanisme d'appel sur l'inaction, pour justement avoir cette capacité à ce que les gens s'engagent dedans. Alors j'entends l'argument sur, effectivement, il y a le risque qu'il y ait des abus, etc. Bon. Alors, je rappellerai d'une part qu'on a forcé personne à devenir une plateforme mondiale avec 3 milliards d'utilisateurs. Donc, il y a aussi des problèmes qui vont avec là-dedans. Et il y a aussi justement une partie sur les risques assessment qui va justement devoir faire appel à ça. Mais non, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir ça et rappeler que dans des contenus de désinformation, des fois qui vous visent aussi personnellement, et dans des contenus de haine, pour avoir été dans ces choses-là, signalez vous-même les contenus, c'est violent. Est-ce que vous devez aller sur tous les contenus et être la personne qui signale elle-même ses contenus? Quand vous avez, moi j'ai la femme d'un collègue qui s'est fait harceler en ligne, on lui a dit, la plateforme lui a dit, c'est pas à vous le mari de le faire, c'est à elle d'aller voir tous les gens qui se sont moqués d'elle pour signaler vous-même pour qu'elle signale elle-même le contenu. C'est là-dessus qu'on veut aller, je ne suis pas sûr. Donc c'est pour ça que le rôle des utilisateurs est important, mais le rôle aussi… Non, mais on peut peut-être innover justement dans les procédures individuelles. Oui, l'article 17, il faut qu'on soit prévoit d'innover là-dedans. Il y a un article 68 aussi qui est intéressant, qui permet aussi d'avoir des représentants d'utilisateurs qui peuvent aussi faire ça. C'est quelque chose qui arrive en droit de la consommation, par exemple, où il y a les capacités d'avoir des unions de consommateurs qui se mettent en place et qui peuvent monter des actions. Je pense que le DSA permet de faire ça dans certaines des versions qui sont en train de circuler et en train d'être négociées. Mais oui, il faut qu'il y ait une compréhension globale et un engagement global et le plus large possible sur ces questions-là. Vous savez quel est le contenu le plus signalé sur YouTube en France? Des milliers de fois. C'est lié au droit d'auteur? Non, c'est par les utilisateurs, un peu pour les questions de droit d'auteur. C'est la chanson La Reine des Neiges. De La Reine des Neiges. Mais on parle de milliers de signalements en France sur cette chanson-là. Et notamment, la cause, c'est contenu à caractère sexuel. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on a énormément d'utilisateurs, mais on a aussi, effectivement, alors aux États-Unis, c'est Justin Bieber hein, qui est le top 1 des gens signalés. En France, on a eu énormément de débats, notamment au moment des matchs PSG-OM, ça devient un bazar, etc. Donc, il y a une logique, effectivement, de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur est important parce que, je disais, c'est que chacun des signalements, on les regarde, c'est-à-dire qu'ils sont remontés, ils sont analysés, etc. Donc, oui, l'utilisateur, c'est quelqu'un qui va nous aider, c'est un peu celui qui va pouvoir… Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les contenus qui sont supprimés sur une plateforme comme YouTube, 98% des contenus qui ont été supprimés ont été détectés par le biais algorithmique, machine learning. Alors, principalement, c'est quoi? Ça va être du spam, ça va être de la nudité, ça va être du terrorisme, ça va être des contenus pour lesquels, en fait, on a un certain nombre de signaux objectifs qui permettent de les capturer. Donc, effectivement, comme je disais, il y a quand même des mécanismes d'appel, etc., qui rentrent dedans. Et après, les 2% restants, on va avoir les utilisateurs qui vont permettre de nous signaler les contenus où là, pour le coup, la technique ne peut pas les détecter, mais surtout pour lequel le contrôle peut être directement humain. Et c'est l'exemple typique des questions de mésinformation, c'est les questions typiques d'abus, on va dire, de la liberté d'expression, ou du moins de choses qui nous sont présentées comme étant des abus à la liberté d'expression, et ainsi de suite. Et c'est là où, effectivement, on repose à la fois sur l'utilisateur individuel, et on en a, et on en a beaucoup qui vont aller signaler, etc., différents contenus. Et on a aussi des structures, ces fameux signaleurs de confiance, des trusted flaggers, qui, eux, vont avoir des équipes dédiées à ça. Il y a un point de contact en France, qui est une association opérée par les différents acteurs de l'Internet, où il y a une équipe qui va aller régulièrement signaler ça. En France, l'Office central, par exemple, en matière de cybercriminalité, est un signateur de confiance. Des associations dont, finalement, qui prend fait et cause pour la défense de telle ou telle on va dire, même communauté ou même de lutte contre tel ou tel contenu, je pense par exemple à la LICRA, comme ça qui est en tête, sont des signaleurs de confiance. Et en France, en matière de protection de l'enfance, sont des signaleurs de confiance. Donc en fait, on est obligé, d'un point de vue très opérationnel, nous, plateforme, aussi de se reposer sur les utilisateurs. On n'a pas d'autre choix parce que ce sont eux qui vont venir nous apporter des éléments beaucoup plus granulaires que la technologie, elle, n'est pas capable de capturer en amont. Pour revenir sur la question des usagers,
effectivement, c'est un enjeu très, très important. Il n'est pas très présent dans le digital, dans le DSA. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on... Enfin, pas autant que... Enfin, sous l'angle de l'information, je vais y arriver. Bref. Par contre, quand on sort un peu des grandes plateformes et qu'on regarde un peu à l'échelle du web, et on se rend compte que, en fait, les usagers ils contribuent tous les jours à la régulation des plateformes. Alors, déjà, sur les très grandes plateformes, le signalement, c'est quand même la base de la modération sur les principales plateformes. Donc, il joue un rôle actif qui peut être détourné, alors, soit contre la Reine des Neiges, soit à des fins plus politiques, avec des formes de censure par différents groupes d'internautes, mais au jour le jour, c'est quand même un des piliers des dispositifs de modération des plateformes. Et puis, quand on sort un peu de ces très grandes plateformes, on se rend compte qu'il y a plein de plus petites plateformes qui vont accorder une place beaucoup plus importante dans la gouvernance des contenus à ces usagers. Alors, l'exemple paradigmatique, c'est Wikipédia, où on a une encyclopédie de très grande taille avec des millions de rédacteurs qui arrivent à s'autoréguler via des procédures de discussion et de consensus qui fonctionnent dans la pratique. Il y a d'ailleurs un exemple ce matin. Il y a un exemple ce matin d'une campagne d'un candidat pareil. Il y a eu un livre qui sort sur les méthodes justement qui ont été utilisées sur Wikipédia. Il y a un très long poste de contributeur Wikipédia et c'est un peu ce que préfigure le DSA. C'est vraiment une liste des raisons et des processus qui ont été mis en place pour comprendre où a eu lieu la manipulation de l'information, quels sont les processus en interne de Wikipédia qui ont été faits et quelles décisions sont prises à la fin. Et ça préfigure peut-être ce que sera demain l'article 15 du règlement sur les services numériques, dès qu'il y a une décision qui est prise, d'avoir de manière transparente une explication complète de la raison pour laquelle ça a été pris, où est-ce qu'il y a eu des infractions aux différentes conditions d'utilisation et de pouvoir avoir une discussion là-dessus. Et c'est ça, on rentre dans le concret. Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'utilisateur qui est là pour dire c'est bien, c'est pas bien, j'en veux plus. C'est vraiment des mécanismes plus sophistiqués, plus innovants qui permettent d'établir une modération qui ne se contente pas d'être blanc ou noir. Mais sur Reddit, par exemple, qui est quand même un forum très, très fréquenté, il y a beaucoup de subreddits qui sont autogérés par les participants, alors pour le meilleur et pour le pire, hein, mais il y a quand même aussi des formes d'autogestion qui fonctionnent. Des plateformes décentralisées comme Mastodon, qui est un peu l'équivalent libre et décentralisé justement de Twitter, accordent aussi beaucoup d'importance à l'usager dans ces formes d'autorégulation. Donc, c'est possible et ça fonctionne. Maintenant, est-ce que ça pourrait fonctionner à l'échelle de très grandes plateformes qui ont des milliards d'utilisateurs? Là, c'est une autre question encore. Moi, je suis convaincu qu'il y a une capacité de prendre la parole qui est bien supérieure à celle qui existait avant. Bon, ça, c'est quand même bien. Et ça, c'est des plateformes l'ont offerte. Une capacité à trouver des gens qui pensent comme vous, ça, c'est bien jusqu'à un certain point. Moi, ce qui me gêne le plus sont les bulles cognitives. C'est le fait d'être enfermé dans une bulle avec des gens qui ne pensent que comme vous. Parce que ça, c'est pas propice et c'est pas fécond, c'est pas propice à l'échange. Si vous ne rencontrez que des gens qui pensent exactement que comme vous, c'est pas la diversité, c'est pas la démocratie, il y a aussi la confrontation des opinions, des débats. On s'y forme en principe dans les études, dans les rencontres. Enfin bon, au global, moi, je suis vraiment de ceux qui considèrent que de toute façon, on a un phénomène qui est apparu, que les grandes plateformes sont là, qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Ça, c'est important. Je pense que la prise de conscience est là, chez elles aussi, c'est en marche. Je pense régulièrement aussi, c'est un peu compassionnel, mais je sais, chez Facebook, je sais plus, je crois qu'il doit y avoir 15 000 modérateurs. Il faut quand même imaginer la vie de gens qui regardent des horreurs en permanence, parce qu'on parle d'horreur. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on parle de choses absolument monstrueuses et qui font en sorte de... Donc, ce sont les égouts, c'est le cloaca maxima numérique, hein, ce sont les immenses égouts du monde numérique dans lesquels eux ont des bottes hautes et doivent écluser tout ça. Et c'est quand même produit par nous. C'est produit par nous en tant qu'espèce, en tant que genre humain. On a cette capacité aussi à faire ça, d'où n'y voyez pas une forme d'obsession, mais le retour à l'éducation, tout passera quand même par là. La solution passera encore une fois par là. Ça doit commencer par là, par les familles, les écoles, et se dire, on est responsable, on ne fait pas de la lapidation numérique. Enfin, quand j'entends ce que vous disiez, c'est absolument effrayant, mais les gens peuvent se retrouver lapidés, démolis, détruits. Et voilà, donc ce sont les conséquences très néfastes d'un mouvement qui de toute façon est irréversible. Peut-être en forme de conclusion pour ma part, on commence nous à s'interroger beaucoup
en tant que groupe de journaux, de médias, de radio, télé aussi, sur ce qu'on va faire dans le métaverse ou le métavers. Qu'est-ce qu'on y fera, comment on y fera. Si c'est la poursuite de l'horreur par les mêmes moyens, ce n'est pas forcément génial. En tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Et là aussi, que la régulation et la capacité à détecter et suivre, on sera très attentif à ça. On sera aussi attentif à ce qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui. Ça, je le dis très simplement. Il va se passer des choses là qui ne sont pas décrites aujourd'hui, parce que toute technologie produit du social, en fait, et il y aura là des comportements et des façons de faire, et peut-être des modèles de création de richesse aussi, et des modèles de création de détresse qui seront stimulés par le métavers. C'est bien quelques mots qui seront aussi les mots de conclusion de notre table ronde. S'agissant du rôle des utilisateurs et du danger que certains pourraient y voir, en effet, de provoquer ainsi, finalement, d'inciter à ces pratiques de chasse en meute qui peuvent aussi être là comme un frein à la liberté d'expression lorsqu'elles s'adressent, par exemple, on l'a évoqué ce matin, à l'égard de certains journalistes. C'est un peu l'équivalent des procédures Bayon, finalement, qui peuvent s'organiser. On voit que la proposition de réglementation sur les services numériques entend, j'ai voulu faire plus tôt tout à l'heure parce qu'on avait pris un coup de temps de parole, entend justement adresser aussi cette question s'agissant des sanctions de notification abusive, de suspension des comptes. On pourrait aller jusqu'à identifier des bots qui permettent de relayer justement et de contribuer à cette chasse en meute. Donc ça, c'est aussi un autre volet qui permettrait justement de ne pas décrédibiliser aussi l'action des utilisateurs qui, on l'a dit, est fondamentale et je vous rejoins parfaitement. S'agissant de l'action des utilisateurs, et peut-être que ce sera la conclusion, en tout cas la mienne, on réfléchit aujourd'hui aussi à la consécration d'autres formes de droits qui pourraient justement préserver notre attention, qui est, on l'a vu, le socle de cette économie de certaines grandes plateformes, pour le moins des réseaux sociaux. Et donc, on est quelques-uns désormais à promouvoir également la consécration d'un nouveau droit à la protection non pas d'un objet qui serait l'attention, c'est qu'elle est parfois cognitive, individuelle, d'autres fois relationnelle, c'est compliqué, ni de réguler par les contenus, c'est dangereux d'identifier des contenus addictifs, etc., difficile, mais justement de mettre l'utilisateur au cœur de ce processus, dont il doit être le sujet et non pas uniquement l'objet, au travers donc cette nouvelle forme de régulation de l'attention qui pourrait aussi favoriser la diffusion du pluralisme de l'information. Merci beaucoup à vous tous pour la table ronde. Merci beaucoup d'être venus et merci pour votre intervention.